Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Lancement officiel par le Premier ministre chef du gouvernement des travaux de reconstruction de la route nationale RN5, long de 135 km, un trajet qui relie Mamoupita, Dalaba et Labé, une initiative présidentielle pour faciliter la circulation des personnes et leurs biens. Kouré-Malé abrite désormais la 39e station de radio rurale de Guinée, située à la frontière avec le Mali. Cette radio va jouer un rôle important dans le développement de la zone et contribuer à la paix sociale. Pour renforcer la lecture et l'apprentissage dans la ville de Farana, le club littéraire a lancé la 2e édition de son projet de promotion du livre, un programme qui va jusqu'à décembre. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. C'est un tournant majeur pour les populations du Fouta-Djallon. Après plusieurs années d'attente, le gouvernement a procédé aujourd'hui au lancement officiel des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 5, un axe stratégique qui relie Mamou, Pita, Dalaba et Labé sur plus de 135 km sous l'impulsion du président de la République Mamadi Doumbouya et en présence du Premier ministre Amadou Riba, accompagné de plusieurs membres du gouvernement. La cérémonie s'est tenue dans la commune rurale de Garambé où autorités locales, population et partenaires techniques se sont mobilisés pour accueillir cet événement porteur d'espoir et de développement. Depuis Labé, Ousmane Bangoura, Kabasouma, Almami Ousmane Kobele Keita. Après de longues années marquées par les difficultés d'accès et un isolement routier persistant, la commune rurale de Garambé, à une dizaine de kilomètres du centre-ville de Labé, accueille ce jour la cérémonie officielle de lancement des travaux de reconstruction de la route nationale numéro 5. Conformément à la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Amadou Riba a procédé au lancement de ce chantier d'envergure qui relie Mamou, Pita, Dalaba et Labé sur une linéaire de 135 km. Un projet structurant prévu sur 2 ans et 6 mois qui s'inscrit dans la dynamique nationale de refondation, de modernisation des infrastructures et de consolidation de la connectivité, entièrement financé par le budget national de développement. Ces travaux mobilisent plusieurs entreprises. La route nationale numéro 5 n'est pas seulement un axe routier, elle est l'une des artères vitales de notre pays et relie la Moyenne Guinée au reste du territoire, soutient le commerce, l'agriculture, le transport de personnes et de biens, facilite l'accès aux services essentiels et renforce la cohésion sociale entre les communautés. À tous les habitants de Labé, de Mamou et leur environnement, je vous rappelle que ce chantier est le vôtre. Il est réalisé pour vous, pour vos enfants et pour les générations futures. Ensemble, veillons à ce qu'il avance dans la transparence, le respect des normes et l'intérêt général. Le ministre des Travaux publics met en avant l'importance stratégique de cette route dans la modernisation du réseau national. Nous savons que les travaux de route vont engendrer la poussière, vont engendrer des casses. Nous rassurons la population de Garambé qu'ils seront indemnisés et que le projet prend en compte tout ce qui est indemnisation. Personne ne sera oublié. Nous allons vous indemniser. Nous allons travailler ensemble. Et les jeunes de Garambé vont participer à ce projet comme les jeunes de Bambeto l'ont fait. Et nous comptons encore sur vous à Garambé parce que nous avons réussi. La ligne haute tension qui est ici, nous avons réussi ensemble. C'est pour ça que Garambé a le courant 24/24. Notre engagement à respecter entièrement les obligations du contrat et mener le projet avec les plus hauts standards de la qualité sous la direction du ministère des Infrastructures et des Travaux publics et à la route. Nous mettrons tout dans notre pour faire cette route un ouvrage durable, bénéfique pour la population et capable de résister
à l'épreuve du temps. Le Premier ministre Amadou Riba vient rappeler la vision du gouvernement et officialiser aux côtés des autorités locales le démarrage de ce chantier stratégique pour la région. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un grand jour pour nous tous. Certes, nous avons l'habitude de lancer des travaux un peu partout dans le pays. Mais le lancement des travaux de la route Mamou-Labé et également Mamou-Farana revêt une dimension symbolique et particulière. Nos populations, les agents économiques ont souffert pendant ces dernières années de la dégradation continue de ces deux axes principaux qui constituent les veines essentielles par lesquelles le flux commercial et le flux des passagers irriguent l'ensemble de notre territoire national. Les pertes en termes de croissance économique du fait de cette dégradation sont incalculables. C'est la raison pour laquelle le président de la République avait inscrit d'emblée la réflexion de ces deux principales voies comme étant des priorités nationales et des priorités personnelles également. Récemment, il disait, tant qu'on n'a pas lancé les travaux Mamou, Labé, Mamou, Farana, il ne se sent pas à l'aise parce que ça l'empêche de dormir. Le Premier ministre a rappelé aux populations l'importance stratégique de ce projet, les invitant à accompagner pleinement la vision portée par le chef de l'État. Un acte fort qui ouvre la voie à un chantier porteur d'espoir pour le Fouta et pour toute la nation. À Koya aussi, les travaux de construction de l'entrepôt de stockage des produits de santé de la pharmacie centrale de Guinée se poursuivent. Une délégation conduite par les responsables de la PCG et le conseil d'administration s'est rendue sur le terrain pour évaluer l'avancement du chantier et s'assurer du respect des normes techniques. Ce futur site stratégique est financé à hauteur de 10 millions de dollars par le budget national de développement et 4 partenaires techniques et financiers. Reportage Adiatou Bari. À première vue, le chantier respire déjà la fin. Murs dressés, installation technique en place, dernier réglage en cours. Ici à Koya, précisément à Manéa, l'entrepôt moderne de la pharmacie centrale de Guinée entre dans sa dernière ligne droite. Avec un taux d'exécution de 95%, le bâtiment se prépare à renforcer considérablement la capacité nationale de stockage en médicaments. L'infrastructure que vous voyez, c'est un standard, c'est un modèle qui se compte très rarement dans la sous-région et qui va nous permettre désormais de sécuriser tous les produits de santé. Pour les techniciens, l'objectif est clair, livrer une infrastructure prête à fonctionner dans les meilleurs délais. Il est composé de 3 lots. Un lot de génie civil, un lot de charpente métallique et un lot CVC, c'est-à-dire chauffage, ventilation et climatisation. La délégation venue évaluer le chantier souligne l'importance stratégique de cette construction pour moderniser la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique du pays. Nous sommes satisfaits par la performance que nous avons vue ce matin. Nous ne pouvons que lancer un appel solennel aux autorités de la transition. D'abord, les remercier pour tous les efforts qu'ils ont fournis pour le secteur pharmaceutique, mais les demander très humblement de nous assister davantage afin que des entrepôts comme ça soient construits au niveau de toutes les agences de la République de Guinée. Nous venons de faire la visite et c'est une visite qui nous a soulagés. Avoir un tel bijou à travers soi pour son pays, il faut remercier les autorités. Encore quelques jours de finition et l'entrepôt de Manéa pourrait être opérationnel, marquant une étape majeure dans la sécurisation des produits de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Comme annoncé, la campagne électorale a démarré depuis hier vendredi sur toute l'étendue du territoire national. Ce matin, à la haute autorité de la communication, les 9 candidats en lice étaient face au commissaire de la HAC. Objectif, procéder au tirage au sort sur l'ordre de passage dans le journal de campagne et la signature du code de bonne conduite souhaité par la HAC. A rappelé que les candidats absents à la rencontre se sont fait représenter par leur mandataire. Reportage Alpha Isiagaba, Ousmane Ouattara-Sissé. C'est officiel, chaque candidat à l'élection présidentielle connaît son équipe multimédia ainsi que son ordre de passage dans le traditionnel journal de campagne de la radiodiffusion télévision guinéenne. Le tirage au sort est effectué par une issue de justice. Le premier qui va passer à RTG, nous avons M. Mohamed Cherif Tungara, Elhaj Bouna Keita, M. Mamadi Doumbouya, Abdoulaye Kourouma, Mohamed Nabé, Abdoulaye Yero Baldé, Ibrahim Abdessila, Makale Kamara et enfin Lansana Faya Minimono. Ça a été fait dans la transparence totale. L'avis est que nous sommes satisfaits, tout a été transparent et tout a été bien expliqué et nous avons compris ce qui a été dit. Durant toute la période de la campagne, tous les candidats seront traités de manière équitable. Nous avons ouvert 3 créneaux pour chaque parti politique ou chaque candidat. Il y a ce que nous avons appelé le journal de campagne. Il est traditionnel. Et pour la présidentielle, chaque candidat ou chaque parti politique ayant présenté un candidat aura un temps d'antenne quotidien. Et nous avons fixé ce temps d'antenne à 7 minutes. Donc dans le journal de campagne, tous les jours, chaque candidat aura 7 minutes. Vous êtes 9, ça nous amène aux alentours de 1h15 minutes. Et je n'aimerais pas que les gens confondent le journal de campagne et le journal du 20h30. Le 20h30 reste un journal normal, comme en temps normal. Dans ce journal, aucune campagne ne peut être faite dans le journal télévisé de 20h30. Et tous les éléments de campagne devront être diffusés dans ce journal de campagne. Et ce journal sera diffusé juste après le journal de 20h30. Deuxième créneau que nous avons créé, c'est face aux électeurs. Nous voulons donner la possibilité aux candidats, aux mandataires ou à son représentant ou à leur représentant de se mettre face aux électeurs pendant 60 minutes. Le candidat, son mandataire ou son représentant sera interrogé par 3 journalistes. 2 journalistes choisis par la radio-télévision guinéenne et un journaliste choisi par le candidat lui-même. Cette émission ne sera diffusée qu'une fois pour chaque candidat. Et vous verrez dans la décision qu'on a publiée, cette émission passera pendant les 9 avant-derniers jours de la fin de campagne. Donc du 16 au 24. Le troisième créneau que nous avons ouvert pour vous, candidats, c'est 5 minutes pour convaincre. Nous avons pensé qu'à la fin de la campagne, il était bon de donner la parole aux candidats ou à ses représentants pour dire aux électeurs, comme on dirait, son dernier mot avant la clôture de la campagne. Et les 5 minutes pour convaincre seront diffusées le 25 décembre, c'est-à-dire le dernier jour de campagne. La campagne électorale s'étendra sur un mois. Les candidats absents se sont fait représenter par leurs mandataires. Tous ont signé le code de bonne conduite des médias, un passage obligatoire pour garantir une campagne sereine et respectueuse de la quiétude sociale. Et puis ce communiqué de la haute autorité de la communication relatif aux circulaires de propagande de campagne pour l'élection du président de la République.
La Haute Autorité de la Communication HAC, conformément à l'article 58 du Code électoral relatif aux circulaires de propagande de campagne, informe que chaque candidat en liste pour l'élection du président de la République peut faire imprimer et adresser aux électeurs durant la campagne électorale une circulaire de propagande comprenant une feuille en recto verso de format 21 x 27 cm, l'utilisation du drapeau guinéen ainsi que la juxtaposition des trois couleurs rouge, jaune, vert avec l'emblème national sont interdites. La circulaire de propagande de campagne est soumise à la formalité du dépôt légal auprès de la Haute Autorité de la Communication. L'impression des circulaires est à la charge des candidats. Le test de la circulaire doit être uniforme pour toutes les circonscriptions électorales. La distribution de toute circulaire de propagande de campagne non déclarée auprès de la HAC reste formellement interdite sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, chaque candidat peut produire et soumettre auprès de la HAC une version électronique de la circulaire s'il décide de la publier sur un site Internet. Dès la date de l'ouverture de la campagne électorale et après vérification par la HAC de la conformité de la version numérique de la circulaire au test imprimé, les circulaires peuvent être mises en ligne par les candidats. Si la HAC constate une différence manifeste entre la version imprimée de la circulaire et sa version numérique, elle n'autorise pas la mise en ligne de cette dernière. La HAC sait compter sur la compréhension des candidats à l'élection du président de la République. Conakry, le 28 novembre 2025, signé le président Boubacar Yassine Diallo. Après avoir lancé la radio rurale de Bofa, le ministre de l'Information et de la Communication a lancé la station de Kouré-Malé, une nouvelle radio rurale qui désenclave médiatiquement une bonne partie du territoire assigiri. Située à la frontière avec le Mali, cette radio va jouer un rôle important dans le développement de la zone et contribuer à la paix sociale. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo. À Kouré-Malé, c'est dans une ambiance digne d'un grand jour de fête que les populations ont accueilli le ministre de l'Information et de la Communication, Fana Souman, pour l'inauguration de la 39e radio rurale de la Guinée. Le moment est historique pour des populations en zone frontalière qui jusque-là avaient recours à des radios étrangères pour s'informer. Désormais, à travers leur radio rurale, elles ont accès à des informations locales et peuvent partager leurs préoccupations ou tout simplement leur quotidien. Nous venons d'inaugurer la 39e radio rurale du pays. Depuis 1958, Kouré-Malé n'avait pas bénéficié de radio rurale. Et aujourd'hui, grâce à l'appui du chef de l'État, de son ministre de l'Information et de la Communication et de la commune rurale de Kouré-Malé, cette localité aujourd'hui a sa radio rurale. En venant à Kouré-Malé, vous apportez un signal fort, celui de rapprocher davantage l'État de ses citoyens, de soutenir les initiatives locales et de promouvoir une communication responsable, inclusive et adaptée aux réalités de nos communautés. La radio rurale de Kouré-Malé émet sur la 98.7, dotée d'équipements pour assurer son autonomie énergétique et garantir une diffusion en continu des émissions. Elle va jouer un rôle important dans la promotion du vivre ensemble dans cette localité qui accueille des Guinéens venus de tout le pays et des citoyens de la sous-région. Nous sommes contentes, à vrai dire, depuis l'arrivée du président Mamadi Doumbouya, les préoccupations des femmes sont prises en compte. Cette radio ici à Kouré-Malé en est une illustration. Notre mission est claire. Rapprocher l'information de tous les citoyens. Cette radio est la vôtre, la radio de Kouré-Malé. Elle doit continuer à porter vos préoccupations, vos initiatives, vos réussites. Elle doit être un outil de développement, un relais de vos aspirations, un miroir fidèle de votre quotidien. C'est pourquoi je tiens à saluer et à remercier le président de la République qui m'a mandaté d'être sur le terrain.
et de partir partout où il n'y a pas radio, où il n'y a pas télé, de mettre la radio et la télé. Voici ma présence ici. Corée Malais, je pense que c'est la première fois que vous bénéficiez d'une radio. C'est la première fois. Et cette radio vous appartient. C'est votre radio. Le ministère de l'Information et de la Communication poursuit son programme de couverture intégrale du territoire par les médias publics. Plus particulièrement, le désenclavement médiatique des zones frontalières permet de rapprocher les communautés et les localités afin de renforcer le sentiment d'appartenance à la nation dans un contexte où la mise en œuvre du programme Simandou 2040 requiert la mobilisation de tous autour des nouveaux enjeux de développement. Renforcement du système de protection sociale des travailleurs guinéens. Deux importantes études viennent d'être réalisées par les experts du BIT Genève pour la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ces documents viennent d'être présentés et remis aux responsables des deux organismes. Ils encadrent la gouvernance financière et les prestations offertes. Reportage Mamadi Ternakamisoko. L'événement était attendu de nombreuses années, il est désormais une réalité. Après des années de collecte de données et d'analyse, la Guinée dispose enfin d'une étude actuarielle consacrée à la couverture sociale de la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale de prévoyance sociale. Les deux documents ont été officiellement remis aux autorités guinéennes grâce à l'appui des experts du Bureau international du travail. La première concerne l'évaluation actuarielle de 3 des 4 branches de la CNSS et de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Il s'agit bien sûr de s'assurer de la viabilité et de la soutenabilité financière sur un horizon temporel de 75 années. La seconde étude, qui est très importante pour l'avenir de la protection sociale dans notre pays, analyse les modalités de l'extension de la couverture sociale aux travailleurs de l'économie informelle, aujourd'hui exclus de la prévoyance sociale en Guinée. Depuis 2014, on a effectué plus de 80 études actuarielles et en fait, c'est ça qui permet d'avoir une bonne gouvernance financière. Il y a la gouvernance institutionnelle, à bien gérer les prestations, mais il faut, pour bien gérer une institution de sécurité sociale comme la CNSS et la CNPS, il faut savoir où on se dirige. La Guinée s'aligne désormais sur des standards internationaux. Avec ces études actuarielles, le ministère du Travail et de la Fonction publique, en collaboration avec ses partenaires sociaux, franchit une nouvelle étape dans le renforcement du système national de prévoyance sociale. Cette démarche participative et inclusive est vraiment à saluer et c'est pourquoi nous avons tenu à être présents pendant cette ultime phase. Les études actuelles dont nous analysons aujourd'hui, les conclusions constituent bien plus qu'un simple exercice technique. Elles représentent un outil d'aide à la décision publique, un levier stratégique pour orienter l'action gouvernementale. Ce résultat est le fruit d'un engagement collectif mené par les responsables des deux caisses nationales. L'objectif est de garantir à chaque travailleur et à ses ayants droit une couverture sociale digne, fiable et protectrice. Dans l'actualité encore, le ministre de l'économie et des finances a lancé hier vendredi le programme cadre de renforcement des capacités, un dispositif destiné à améliorer la performance globale du ministère dans la gestion des finances publiques. La cérémonie a mobilisé les cadres du département ainsi que les partenaires au développement. Reportage Mamadi Gassama. Le programme est dénommé Programme cadre de renforcement des capacités, appuyé par le PNUD au compte du premier comité de pilotage du programme. Il s'articule autour de 5 axes stratégiques pour un budget global estimé à 22 millions de dollars américains. Il faut des finances publiques robustes, des finances publiques capables non seulement d'accompagner la mobilisation des ressources, mais aussi de maîtriser les dépenses et de assurer une efficacité de la dépense publique. Ce programme ambitieux vise à améliorer la performance globale du ministère dans la gestion des finances publiques en dotant les cadres des compétences nécessaires pour relever les défis économiques actuels, optimiser la gestion des ressources publiques et stimuler le financement du développement.
Nous devons travailler à la mise en place de mécanismes favorisant la promotion d'un climat d'investissement attractif, la bonne gestion des ressources publiques et l'amélioration des services efficients et de proximité offertes aux populations. Il convient de souligner que ce programme cadre n'est pas qu'une simple initiative technique. Il représente une vision partagée de notre avenir où chaque Guinéen pourra bénéficier des fruits de notre croissance. Sur les 22 millions de dollars budgétisés, seulement 3 millions ont été mobilisés à date. Le ministre de l'économie et des finances appelle donc les partenaires à soutenir davantage la Guinée afin de combler ce gap de financement, estimé aujourd'hui à 19 millions de dollars. La diplomatie économique guinéenne aussi franchit une nouvelle étape. Une rencontre de cadrage s'est tenue récemment autour du programme d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale. Une initiative portée par le ministère des Affaires étrangères avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, pour renforcer l'influence de la Guinée sur la scène économique et internationale. Reportage Makeme Keleti Donzo, Moussa Bangoura. C'est une rencontre de cadrage autour du programme d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale, plus connue sous le nom de PRODEIC. Une initiative stratégique portée par le ministère des Affaires étrangères en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif de cette réunion est de définir les bases du placement institutionnel du programme afin de renforcer la diplomatie économique et optimiser la coopération internationale du pays. La mise en œuvre de ce pilier exige la contribution technique, matérielle et financière des différentes parties prenantes. Elle doit transformer notre appareil diplomatique en un instrument moderne, performant et capable de soutenir les secteurs clés de notre économie. PRODEIC fait partie des leviers essentiels pour positionner la Guinée comme un acteur influent dans les échanges économiques et stratégiques. Cette rencontre marque une étape importante dans sa mise en œuvre. Nous voulons procéder à la mobilisation de ressources pour permettre au PRODEIC de poursuivre sa dynamique, de poursuivre la réalisation de ces différentes activités afin d'améliorer notre écosystème en interaction via les missions diplomatiques. Ce gap de financement à mobiliser est une opportunité pour nous, partenaires techniques et financiers, de nous associer à une initiative qui renforcera la gouvernance économique, la stabilité régionale et la compétitivité internationale de la Guinée. Pour le PNUD, chaque dollar investi dans ce programme est un investissement dans la paix, la prospérité, la résilience et le renforcement de la coopération internationale. Un engagement qui doit permettre d'accélérer le déploiement de cette démarche, laquelle s'inscrit dans la vision d'une Guinée mieux préparée, plus compétitive et pleinement connectée aux enjeux internationaux. L'université de Nzérékoré, en partenariat avec le réseau Réunir, vient d'organiser la 4e édition de la conférence scientifique Action. Elle est basée sur les connaissances avancées et sur les problématiques de développement. Au-delà des échanges, cette conférence de Conakry a permis aux chercheurs de sceller des partenariats avec certaines institutions de la sous-région, mais aussi à l'international. Ali Badrakonde, reportage. C'est la 4e édition de la conférence scientifique Action sur les connaissances avancées sur les problématiques de développement. Des échanges consacrés à la valorisation durable des ressources pour un développement régénératif et inclusif. Cette initiative conjointe du réseau Réunir et de l'Université des Nzérékoré s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les chercheurs et étudiants de la sous-région. Elle a été une occasion de tisser des partenariats entre ces différentes institutions des différents pays afin de mieux qualifier nos systèmes d'enseignement supérieur
et de recherche scientifique respectifs. C'est très bien passé. On est très content d'avoir organisé en Guinée. Tout s'est très bien passé. La qualité des présentations et des travaux scientifiques était de grande qualité. Cette conférence, au-delà des échanges, a permis à ces chercheurs de sceller des partenariats avec certaines institutions. Elle est placée sous le thème « Valorisation soutenable des ressources pour le développement régénératif et inclusif ». En tant que doctorante, c'était l'opportunité pour moi de venir présenter mes travaux et d'apprendre auprès d'éminents chercheurs, d'éminents enseignants-chercheurs qui sont déjà expérimentés dans le domaine. Ces 3 jours de travaux intenses ont aussi permis aux chercheurs guinéens de présenter aux partenaires le résultat de leurs travaux de recherche. Pour la 5e édition, rendez-vous est donné au Sénégal, pays de la Teranga, au compte de l'année 2026. Le repositionnement de l'éducation en Guinée occupe une place importante sous l'ère CNRD. Le gouvernement guinéen travaille pour l'amélioration des conditions d'enseignement, d'apprentissage et pour une éducation de qualité. Ce samedi, le ministre de l'Enseignement lance un appel à l'endroit des acteurs de l'éducation à l'orée de l'élection présidentielle. Jean-Paul Sédi invite tous les syndicalistes à cultiver la paix et à donner la chance au dialogue social initié par le gouvernement pour un terrain d'entente. L'annonce a été faite aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre sur le vivre ensemble. Compte rendu, Abdul Aziz Baldé. La qualification du système éducatif en Guinée est plus que jamais une des priorités du gouvernement. Le ministère de l'enseignement préuniversitaire est à peu d'œuvre pour améliorer les conditions de l'enseignement-apprentissage. Ce week-end, à l'occasion d'une rencontre sur la paix et le vivre ensemble dans la commune de Lambaye, Jean-Paul Sédi appelle les acteurs du système éducatif à privilégier la concorde et la cohésion sociale. Je souhaite c'est que les enseignants participent à l'instauration de la paix dans ce pays, qu'ils donnent des opportunités au gouvernement d'arriver à un équilibre, parce que nous sommes convaincus que l'avenir de la Guinée, l'avenir immédiat, sera radieux et ça sera l'occasion de régler toutes les frustrations, toutes les attentes qui sont en train de se poser. Mais si on ne nous donne pas cette opportunité et que ce soit nous qui soyons indexés comme étant le frein, ça va me chagriner. Mais nous nous battons pour cela, nous sommes tous des éducateurs. Je pense que les enseignants comprennent, je pense que les syndicats en tant que syndicats comprennent et je pense que la population aussi comprend bien qu'on se bat pour le bien de tous. Ce même message de paix est adressé à l'ensemble de toutes les couches socio-professionnelles de la Guinée à moins de 2 mois de l'élection présidentielle. La Guinée est en train d'aller vers des échéances très importantes qui dépassent nos individus et qui mettent en jeu la nation tout entière. Il est important que nous soyons présents, que nous ne soyons pas à côté de cette démarche qui est la démarche des 99% des Guinéens. Le ministre Jean-Paul Sédi rappelle les uns et les autres à privilégier l'intérêt national afin de faire de l'éducation un levier du développement durable. Scolarisation de la jeune fille aussi, le gouvernement guinéen et ses partenaires en font une priorité. La 4e édition de la caravane Relief portée par la francophonie a sensibilisé du côté de Soya dans la préfecture de Mamou. Objectif, informer et sensibiliser les citoyens sur l'impact de la scolarisation des jeunes filles et le maintien des filles à l'école. Reportage Mamadou Patebalde. En Guinée, l'éducation des jeunes filles constitue une priorité pour le gouvernement et ses partenaires. Appuyée par la francophonie, cette initiative vise à encourager et à maintenir les jeunes filles à l'école. À Mamou, c'est la sous-préfecture de Soya que les porteurs du projet de la 4e édition de la caravane Relief ont été accueillis. Je suis très ravi pour l'organisation, pour le choix porté sur ma délégation. Si la fille est maintenue à l'école, ça c'est une bonne chose, non seulement pour son épanouissement, pour la nation et même pour le monde entier, parce qu'une fille scolarisée, c'est l'éducation du monde entier. Et la caravane vient augmenter, accroître ses efforts dans notre région. Et nous sommes prêts à appuyer davantage tous ces efforts pour pouvoir booster l'éducation de la jeune fille. Le thème retenu cette année est « Je roule pour plus de filles à l'école ».
Une façon pour les initiateurs de sensibiliser les élèves et leurs parents sur l'importance de la scolarisation et le maintien des jeunes filles à l'école. Les engagements qui ont été pris par les autorités ici nous encouragent. Après une année, on viendra vérifier si ces engagements ont été mis en œuvre et de cette sorte qu'on puisse continuer et qu'on soit sûr qu'au niveau de Soya, au niveau de Mamou, l'égalité de droits entre les femmes et les hommes sont respectées. Que quand les filles et les garçons viennent à l'école, c'est de les prendre au même pied d'égalité. Les filles et les garçons ont même droit. Et aussi informer les parents que de ne pas laisser les filles aller vendre. Parce que la plupart dans nos villes ici, les filles sont mobilisées pour aller faire le petit commerce. Appuyé par le ministère de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation, cette approche favorise la promotion d'une éducation inclusive et équitable dans la région administrative de Mamou. Sensibilisation sur la paix, le vivre ensemble et l'unité nationale. L'initiative est portée jusque sur l'île de Kassa par l'Alliance nationale des femmes où le bureau local de cette alliance dénommé J'aime ma Guinée est également installé. Reportage Pascaline Yomalo, Sonasagno. Le Kaloum à Kassa, l'Alliance nationale des femmes J'aime ma Guinée poursuit sa campagne de sensibilisation en faveur de la paix, du vivre ensemble et de l'unité nationale. À l'approche de l'élection présidentielle, ce mercredi, l'île de Kassa a accueilli une rencontre à la Maison des Jeunes, réunissant autorités locales et populations autour de la prévention des conflits liés au processus électoral. Nous sommes là aujourd'hui pour rappeler le rôle de la femme dans la prévention des conflits liés aux élections. Les conflits pendant, avant et après les élections, dans leur quotidien, dans les marchés, dans tout ce qu'elles entreprennent pour vraiment prévenir tout ce qui peut empêcher notre cohésion sociale dans notre pays. Les élections, ce n'est pas la guerre. Les élections, ce n'est pas la haine. Les élections, ce n'est pas pour que vous ne parlez plus avec votre voisin. Donc, chacun est libre d'aller faire son choix. La rencontre a également permis d'installer le bureau local de l'Alliance des femmes chargé de coordonner les actions de terrain dans la localité. À l'approche des élections, veillons sur nos enfants. Que la politique ne nous divise pas. Donnons-nous la main pour une élection apaisée. L'Alliance prévoit d'étendre cette campagne sur tout le territoire d'ici au scrutin afin d'accompagner les populations et de contribuer à un processus électoral serein et maîtrisé. Comment favoriser un climat de paix et de stabilité avant, pendant et après l'élection présidentielle du 28 décembre 2025? C'est la préoccupation majeure des acteurs sociaux et les institutions internationales. Dans ce registre, des initiatives se multiplient pour sensibiliser les citoyens face aux représentants des partis politiques, de l'État, des autorités morales. Les acteurs sociaux ont mis l'accent sur la préservation de la paix en Guinée. Reportage Nabilaï Moussa Kamara. Dans le cadre du processus de préservation de la paix et de la stabilité, avant, pendant et après l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, l'Union européenne vient d'appuyer la Guinée pour une élection apaisée. À travers cette rencontre organisée par Institut Gorée en collaboration avec Resdex, les résultats issus des recherches menées sur le dialogue multi-acteurs sociaux dans plusieurs villes de la Guinée sont présentés aux parties prenantes. Cet atelier a été organisé pour faire un compte rendu aux acteurs qui sont là, pour les montrer, les enjeux, pour qu'ensemble on puisse vraiment trouver des solutions pour qu'il y ait le maintien de la paix, de la cohésion sociale et qu'il y ait un développement pour tous les Guinéens. La rencontre a mobilisé plusieurs acteurs sociopolitiques du pays. Les initiateurs ont mis l'occasion à profit pour expliquer les motivations de cette enquête sur le dialogue multi-acteurs sociaux. Nous sommes engagés à suivre toutes les étapes de ce processus jusqu'au résultat final. Il faut expliquer aux Guinéens que les élections ne sont que des joutes. Donc nous allons continuer à passer le message d'apaisement et de cohésion. La Guinée est une famille et restera une famille. Parce que les élections sont connues pour être conflictogènes en Afrique et maintenant la Guinée ne fait pas l'exception. C'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il serait bien de venir avant l'élection travailler dans la prévention.
et essayer vraiment donc de prévenir toute violence, toute incidence qui pourrait vraiment entacher les élections en Guinée. Pour une élection présidentielle apaisée en Guinée, les acteurs sociaux et les institutions nationales et internationales vont élaborer une feuille de route qui sera soumise aux autorités guinéennes afin de privilégier les questions de paix et de cohésion sociale pour une élection acceptée de tous. Le gouvernement guinéen résolu à faire de l'égalité homme-femme une réalité dans le pays. Le défi est relevé dans le groupe thématique genre qui tient sa 4e réunion ici à Conakry. La rencontre réunit les chefs services genre des départements sectoriels, les partenaires techniques et financiers et certains secrétaires généraux des ministères. Reportage Mohamed de Camara. Cette 4e réunion des coordinations du groupe thématique JAR, comme les 3 premières, place la promotion du JAR au centre des débats. Pour les chefs services JAR venus des départements sectoriels, les représentants de la société civile et les partenaires techniques et financiers, les questions du JAR doivent être prises en compte dans chaque politique et programme dans le pays. C'est une question stratégique, c'est une question de coordination et il est très intéressant et très important que les secrétaires généraux, chacun dans son département qui le concerne, essaient de véhiculer cette vision de la politique nationale genre afin que le genre devienne une réalité. Comme vous savez, très simplement, le genre, c'est de maintenir l'équilibre, de faire l'équité, de réduire l'inclusivité. Le groupe thématique JAR, considéré comme un espace de concertation, d'analyse et de coordination stratégique des interventions en faveur de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes, bénéficie de l'accompagnement de Enabel à travers le Royaume de Belgique. Nous sommes actifs, comme je le disais, sur le thème depuis 10 ans. C'est une priorité importante de nos partenaires africains depuis plus de 20 ans. C'est aussi un domaine qui tenait particulièrement à cœur à plusieurs ministres et c'est un domaine, en écoutant les Guinéennes et les Guinéens, où nous nous sommes rendus compte que malgré tout le potentiel, toutes les richesses humaines du pays, des femmes et des hommes, il y avait énormément à faire. Et donc nous saluons tous les progrès qui ont été accomplis depuis 10 ans, en partie grâce à nous, mais surtout grâce au travail des Guinéennes et des Guinéens. Le groupe thématique JAR, dans son évolution, est renforcé par la validation récente de la politique nationale JAR 3, qui est un document de référence dans le respect de la promotion du genre dans le pays. En Zérekoré, les producteurs de lait local se retrouvent autour de la table pour capitaliser les acquis du projet PAPEDEL. Le but est de contribuer à la promotion de l'emploi jeune à travers l'amélioration de la chaîne de valeur de la filière lait local en Guinée forestière. Financé par la CEDEAO et la coopération suisse, il est mis en œuvre par les ONG Radig et Aves dans les préfectures de Zérekoré, Lola et Beila. Lancé Kamisoko. Capitalisation du projet d'appui à la promotion de l'emploi jeune pour le développement de la filière lait locale en Guinée forestière. Dans cet espace d'échange, un dialogue direct est animé entre les acteurs de mise en œuvre sur les réussites et les manquements enregistrés depuis son lancement. Là où nous sommes arrêtés, il faudrait que ça soit continuel parce que ça emploie beaucoup de personnes dans le pays. Il y a tellement de lait en Guinée, surtout en Guinée forestière, si ce n'était pas dû au conflit, mais ça peut employer encore de plus. C'est pour que l'on sache qu'est-ce qu'il faut encore pour améliorer de plus la transformation du lait local à Yaourt et autres sous-produits laitiers. Cette capitalisation du projet, des acquis du projet, vraiment, ça nous aide aussi à faciliter les activités sur le terrain et les bénéficiaires aussi pour la pérennisation des acquis du projet. Tu sais, le projet évolue aussi pour l'amélioration de la qualité des laits. Des renforcements de capacités sur la transformation du lait local à l'équipement des groupements d'intérêt économique qui est du chemin parcouru par les bénéficiaires quand on sait qu'il n'y avait aucune base à l'entame de cette initiative. Grâce à eux, on se débrouille pas mal aujourd'hui, on sait faire du lait, donc on les remercie infiniment. On a eu des machines pour mieux faire du lait, on nous a beaucoup formés pour mieux nous aider. Même si le projet finit, nous sommes capables de produire du lait, de nous aider nous-mêmes. Nous sommes en train de transformer le lait et les ingrédients naturels au marché.
Ces appuis de différents niveaux sont pris en charge par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de la coopération suisse dans le but d'offrir aux acteurs du monde rural des moyens de subsistance et d'amélioration des conditions de vie. À l'Abbé, la 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière a été lancée par les autorités. Une action citoyenne qui vise à former et sensibiliser les transporteurs pour plus de prudence dans la circulation routière. Reportage Sarafline Diallo, Nabila Moussa Kamara. La 4e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière s'ouvre autour du thème « Stop aux accidents, la sécurité routière, une priorité nationale ». Un appel urgent face à la hausse des drames sur nos routes. Excès de vitesse, non-respect du code, vétusté des véhicules, les causes sont connues. La Guisère réaffirme d'ailleurs son engagement à réduire de 50% la mortalité routière d'ici 2030, conformément à la décennie d'action pour la sécurité routière. Pour traduire ces thèmes en actes, notre stratégie repose sur 3 piliers. Application rigoureuse et sans faiblesse du code de la route, sécurisation des points noirs et amélioration de la signalisation routière, campagne intensive de sensibilisation ciblée sur le comportement. Mais ce combat ne sera gagné qu'avec la mobilisation de chacun d'entre nous. À l'Abbé, les transporteurs réunis au sein de leur syndicat promettent de mettre en pratique les formations et sensibilisations reçues. La sécurité routière est une responsabilité partagée. Il est essentiel que nous prenions tous des mesures pour réduire les accidents de la route et protéger des vies humaines. Notre engagement, c'est de vraiment informer et de sensibiliser l'ensemble des chauffeurs et transporteurs de la région de l'Abbé et en Guinée en principe à propos de ces accidents de circulation. Selon l'Agence guinéenne de la sécurité routière, entre janvier et octobre 2025, 195 décès et près de 1100 blessés ont été enregistrés dans les accidents de la circulation. La 2e édition du projet Livre a démarré à l'ISAF de Farana. Piloté par le club littéraire de la localité, le programme se déroule de septembre à décembre et vise à renforcer la lecture et l'apprentissage dans la ville de Farana ainsi que dans 5 communes rurales de la préfecture. Plus de détails avec Ibrahima Oulem Fofana et Silati Kourouma. À l'Institut supérieur agronomique vétérinaire de Farana, la 2e édition du projet Livre de Farana s'active pour améliorer l'accès à la lecture et à l'éducation citoyenne. Des espaces et activités pédagogiques sont mis à disposition des enfants pour rendre le livre plus accessible et ludique. Aujourd'hui, nous lançons la 2e édition du projet Livre de Sankara, un engagement concret qui permettra d'accompagner 50 enfants pendant 3 mois. Notre objectif est clair, donner aux enfants de Farana un environnement qui les pousse à rêver plus haut, à lire davantage, à apprendre autrement et à croire en eux. Nous intervenons dans le cadre des activités éco-ambassadeurs en herbe. Cette activité permet à l'avance de préparer ou d'impliquer dans l'éducation des enfants l'importance de la protection de l'environnement. Le projet prévoit l'aménagement d'un espace de lecture à la bibliothèque préfectorale, des séances hebdomadaires d'animation, des compétitions éducatives, des week-ends scolaires dans les zones rurales ainsi que la distribution de livres. Je souhaite que cette année soit encore une source d'enrichissement, de dialogue, d'apprentissage et de joie pour tous les bénéficiaires. La lecture est la nourriture du cerveau. Donc ce que le club vient d'organiser va droit au cœur des idéaux de développement de la Guinée. Cette 2e édition vise à accompagner régulièrement 50 enfants et à toucher plus de 500 bénéficiaires à travers diverses activités éducatives. Il faut dire que la promotion de la lecture et de la culture représente une priorité phare pour le gouvernement guinéen. À travers le ministère de la Culture et de l'Artisanat, une séance de formation est initiée pour renforcer la capacité des animateurs et bibliothécaires sur les outils modernes transformateurs des communautés. Elle s'est tenue dans la ville des Agrumes pour raviver le flambeau de la lecture par la bonne gestion des bibliothèques du pays. Reportage Aboubakar Diaby. Dans la ville des Agrumes, plusieurs animateurs et bibliothécaires prennent part à ce renforcement de capacité axé sur la promotion de la lecture et de la culture en Guinée.
Ce véritable creuset du savoir initié sous le leadership du Centre de lecture publique et d'animation culturelle vise à amener des jeunes et autres citoyens guinéens à s'intéresser à la lecture. Un passage obligé pour une communauté bien éduquée et cultivée. Les participants ont pu aborder des thématiques essentielles. La classification et la gestion des collections, la tenue des statistiques et des rapports, la mise en place du règlement intérieur d'un CLAC et surtout l'animation culturelle, cette dimension vivante qui fait du livre un acteur de développement social. Ce conclave d'échange d'idées de 12 modules en 5 jours constitue une aubaine pour vulgariser les bonnes pratiques afin de rallumer la flamme de la lecture à travers la bonne gestion des bibliothèques du pays. Cette formation justement des animatrices et animateurs des CLAC et BLP que nous clôturons cet après-midi marque une nouvelle étape dans le processus de consolidation, de redynamisation, de modernisation, de l'extension des réseaux CLAC et BLP de notre cher pays. Ce séminaire vient à point nommé pour répondre à un besoin très crucial. Nous avons, comme vous le constatez, 2 réseaux au niveau du CELPAC. Nous avions tenu à ce que cette formation ait lieu pour pouvoir répondre à une grande aspiration. Cette initiative portée par le ministère de la Culture et de l'Artisanat et ses partenaires comme l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a permis d'utiliser ces cadres de connaissances nécessaires pour faire du livre un instrument de savoir, de lien social et de transformation communautaire. Nous sommes en novembre, mois de sensibilisation au diabète. Cette année encore, professionnels de santé et associations rappellent l'importance de l'activité physique dans la prévention comme dans la gestion de la maladie. Reportage Alpha Yayasila, Marwan Kamara. Sur cette piste sportive, une dizaine de lions enchaînent les exercices physiques. Pendant plusieurs heures, ces lions participent à un programme de remise en forme gratuit. Objectif, bouger plus pour contrôler la glycémie et réduire le risque de développer un diabète. Le thème cette année pour lutter contre le diabète, c'est santé et bien-être au travail. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés tous ici au 2 octobre pour faire du sport. D'abord, on a fait des activités physiques. Après, on a fait un tournoi de foot et nous avons clôturé par la remise de trophées. Selon les spécialistes, une activité physique modérée réduit jusqu'à 40% le risque de développer un diabète de type 2. Pour les personnes déjà atteintes, elle aide à stabiliser la glycémie, à réduire l'utilisation de certains traitements et à améliorer la qualité de vie. Pour l'épanouissement de nos différentes entreprises, il est important pour chacun de nous de savoir que le diabète ne se soigne pas seulement à l'hôpital. Nous devrons prendre soin de notre santé à travers les activités physiques. Raison pour laquelle nous sommes venus témoigner ce matin à travers le stride pour essayer de nous exercer, essayer de faire des réveils musculaires pour combattre cette maladie silencieuse. Quelques minutes de sport par jour peuvent avoir un impact considérable sur la santé et sur la lutte contre le diabète. Cette initiative de Lions Club International offre donc un geste accessible à tous qui peut véritablement changer le cours de la maladie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de la baie comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.